Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va essayer de faire une petite vidéo parce que le sujet pour l'instant n'est pas un sujet important, quoique. Mais avant toute chose, au moment où je vous parle, actuellement aux États-Unis, c'est la grande messe sportive de l'année, puisque nous sommes le dimanche du Super Bowl, qui voit s'affronter deux équipes. Oui, je vais être très clair avec vous, j'en ai strictement rien à cirer. Alors je sais qu'une des deux équipes, c'est Kansas City, et l'autre par contre, j'ai absolument aucune idée. Mais voilà, c'est un grand événement dans l'année, c'est surtout un événement pour le business. Business parce qu'évidemment, c'est un show. Le football américain a toujours une fâcheuse tendance un petit peu à fasciner, impressionner les Européens. Mais au final, je veux dire, moi j'ai vu un match, il y a très longtemps, c'était je crois les Panthers de Caroline du Nord avec les Saint-Louis de Louisiane. Ah oui, c'est sympa à regarder. Il y a une ambiance, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une ambiance qui est... Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que finalement, quelle que soit l'issue du match, les supporters des deux équipes peuvent sortir du stade. Il n'y a absolument aucune amicroche. Alors après, bon, que dans les bars, parce que là, évidemment, surtout quand vous avez des bars pas très loin, etc., du stade, d'une manière générale... C'est aussi pareil, c'est du business, quoique dans certains États, on prend des mesures de telle manière à ce que les bars ferment relativement tôt, justement pour pousser les gens qui ont été voir le match du Super Bowl, circuler, il n'y a rien à voir, rentrez chez vous. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est VIP, etc., eux, ils vont faire la fête. Normal. Mais... moi, le match que j'avais vu, c'est un de ces matchs, comme il y a beaucoup d'ailleurs pendant la saison, le week-end, qui sont retransmis très souvent par des chaînes de télévision. Et qui dit retransmission par chaîne de télévision, dit... oui, publicité. Et bien, je peux vous dire que le match que j'ai vu, au bout d'un moment, je me suis fait chier. Je me suis fait chier parce que... oui, alors il y a 2-3 actions, sauf que 2-3 actions qui cumulent peut-être 10 minutes d'intérêt pour rester 3 heures le cul assis sur un fauteuil et voir le match interrompu toutes les 15 minutes parce qu'il y a les pubs. Bon bah le Super Bowl, c'est ça. Le Super Bowl à la télé, vous avez 15 minutes de match et 5 minutes de pub. 15 minutes de match, 5 minutes de pub. 15 minutes de match, 5 minutes de pub. Enfin, quand je dis 15 minutes de match, c'est assez... il y a une sorte de coordination, c'est-à-dire que, vu que les actions, en règle générale, sont très très courtes, en général, ils cumulent, et puis au bout d'un moment, même si au bout de 13 minutes, machin, si l'arbitre, il reçoit le machin, ouais, tu coupes, on passe les pubs. Voilà, et... donc, sincèrement, en effet, le football américain, c'est un show, c'est un spectacle. C'est un spectacle, son ambiance, avec ses mœurs, avec ses traditions, avec ses aficionados, parce que oui, bah, y a des fans. D'ailleurs, très souvent, quand vous allez voir un match dans un stade, vous êtes forcément pour une des équipes, donc il faut que vous portiez la couleur de l'équipe. C'est pour ça que très souvent, quand vous voyez dans les stades, il y a souvent une dominante de couleur d'une équipe plutôt que d'une autre. Et puis bah c'est le Super Bowl, donc c'est la finale. Donc là on est au top du top du top du top du top. C'est-à-dire que là l'espace publicitaire, les 10 secondes, ça doit coûter entre 5 et 10 millions de dollars. Les 10 secondes. Vous imaginez quand il y en a, ils font une pub de 2 minutes. Donc c'est l'occasion évidemment pour des marques, pour des enseignes, c'est l'occasion de balancer des bandes annonces en exclusivité de nouveaux films qu'on n'a pas vus. C'est très souvent d'ailleurs c'est ce qui se fait. Il y a des publicités qui sont faites exprès justement pour le Super Bowl. Et d'ailleurs très souvent si vous allez sur YouTube, vous verrez
il y a des compiles, des publicités spéciales Super Bowl. Alors il y en a qui sont un peu niaises, il y en a qui sont bien foutus. On sent qu'il y a quand même du moyen. Donc voilà, c'est tout un folklore. Voilà, je cherchais le mot, folklore. C'est le mot qui convient le mieux. Mais ça génère pas seulement du business localement à l'endroit où se trouve, mais aussi, évidemment, pour les chaînes de télé. Les chaînes de télé qui retransmettent le match, en plus avec la mi-temps. Alors la mi-temps, il y a toujours un super show, du show à l'américaine. Hein. Alors cette année, c'est Usher. Apparemment, Usher a demandé ou a invité Justin Bieber. Je ne sais pas s'il y a d'autres artistes qui sont prévus. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu une année, il y avait eu un scandale où il y avait Justin Timberlake et Janet Jackson qui s'étaient produits en duo. Et à un moment donné, il y avait, je sais pas, une mise en scène. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de cette mise en scène. Et Justin Timberlake arrachait en fait le bustier de Janet Jackson. Et Janet Jackson avait les nibards à l'air. Ça a fait scandale à l'époque parce que malgré le fait que c'est parfois des shows très, on va le dire, hein, des fois c'est assez dévergondé, hein, mais c'est du show, c'est du spectacle. Mais par contre, là tu montres un sein, c'est la catastrophe. C'est la méga catastrophe. Donc là, alors je vous parle, bon là c'est voilà, en effet, oui, la circulation sur la route est très fluide, normal. Tout le monde est barré, regardez le match dans les bars, etc. Alors, en effet, regarder un Super Bowl dans un bar, je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai fait ça pour le basket, pour une finale de basket de la NFL. Non, de la NBA, pardon. Je confonds les deux. C'est sympa à vivre. C'est sympa à vivre parce que vous voyez quelque chose que je dis souvent d'ailleurs sur les États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est un grand pays qui a des qualités. Malheureusement, c'est un pays à qui on a confié les clés à des grands adolescents. C'est-à-dire cette immaturité, cette infantilisation, cette hypersensibilisation, cette hyper-émotivité qui s'exprime parfois de façon exubérante, extravertie. Ça, vous le retrouvez partout, même dans les médias. Et ça rejoint, donc, je termine là sur le football, ça rejoint la thématique de cette vidéo, dont vous avez vu le titre, Michelle. Alors pourquoi Michelle ? Évidemment, je fais référence à Michelle Obama. Mais en France, vous n'avez pas encore, parce que évidemment les médias français sont toujours en train de retard, mais ici aux États-Unis, il y a une rumeur, alors je dis bien c'est une rumeur, qui circule actuellement, qui est une rumeur, on va dire, fantasque. Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, les Américains adorent les retournements de situation au dernier moment, adorent les situations qui se retournent parfois même dans l'impossible. C'est-à-dire le truc que personne n'a vu arriver. Donc la rumeur, je vais vous la donner, du fait du désastre qu'a en matière d'image Joe Biden aujourd'hui, une partie des démocrates ont effectué en interne un sondage ou une étude. Et il se trouve que parmi les personnalités politiques progressistes, à qui on pose la question des gens, alors c'est un sondage interne, ça n'a pas été publié, hein, et la question est, parmi les personnalités, quelle serait, selon vous, celle qui vous vient à l'esprit, pour qui vous seriez prêt à voter? Donc il n'y a pas de proposition. Donc là, les gens qui sont un tant soit peu, un petit peu au parfum quand même, donnent un choix. Et du fait du choix, en général, vous retrouvez à peu près les mêmes personnalités, etc. Et il y en a une qui ressort, mais alors au top du top, qui dépasse tout le monde, c'est évidemment Michelle Obama. Et de fait, il y a une rumeur actuellement qui circule, comme quoi il se pourrait que lors de la convention qui va avoir lieu au mois d'août,
Parce que vous savez, il y a les primaires, mais les primaires ne décident pas définitivement du candidat. Vous avez, chez les démocrates comme chez les républicains, ce qu'on appelle la convention. Et dans cette convention, tous les... alors c'est un peu le même principe que sur l'élection présidentielle. Tous les représentants du parti des États, donc amènent logiquement, la décision nationale de l'État lors de la primaire à la Convention pour tout simplement confirmer l'élection du candidat choisi pendant les primaires. Alors je dis normalement. Pourquoi je dis normalement ? Tout simplement parce que il n'y a rien qui oblige les responsables politiques de suivre la décision du vote primaire ou caucus. Alors vous allez me dire, mais c'est pas logique. Alors, on est aux États-Unis quand même. Donc vous pouvez très bien avoir un État où la primaire met Trump à 80%, Nikki Haley à 20%, mais le représentant du parti de l'État dans lequel Donald Trump a largement remporté la primaire peut très bien, lors de la convention, donner sa voix à Nikki Haley. Alors évidemment que le mec ou la nana qui fait ça, il est mort. Il est mort parce qu'il trahit, d'une part, l'électorat républicain par rapport à la primaire, et puis le mec, il est grillé, définitivement. Alors là, c'est émission directe dans l'heure qui suit, parce que le mec qui va à contresens de la décision de son électorat local, ça ne peut pas fonctionner. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de loi, il n'y a rien, il n'y a aucun texte qui oblige. C'est-à-dire qu'on responsabilise en fait les représentants des partis nationaux à bien suivre la décision démocratique des Américains de l'État. Alors, donc voilà un petit peu un truc déjà qu'il faut savoir. Mais d'une manière générale, c'est très très rare qu'on ait pu voir. Alors il y en a eu, on se souvient pour la convention républicaine, il y a, je crois, 2-3 représentants qui en réalité se sont abstenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le vote électoral de leur électorat parce qu'ils détestaient Trump. Donc ils se sont dit, moi je m'abstiens. Donc vous voyez, non, t'as pas à t'abstenir. Tu dois suivre ce que les Américains, au nom du parti, ont décidé de voter pour. Donc, vous voyez déjà, ça je dirais c'est une partie émergée de l'iceberg, de toute la complexité, des bidous, des machins, etc. Un peu comme ce truc qui existe depuis la création même des États-Unis d'Amérique, qui permet à des gouverneurs ou à des chefs de comté de redessiner la zone électorale, ou on peut appeler ça comme la circonscription en France, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien redessiner une circonscription pour englober une partie de territoire où l'on sait que dans ce territoire, ils sont plus majoritairement progressistes que républicains. Donc c'est une manière d'essayer de faire des contrepoids. C'est comme si, par exemple, à Paris, on redessinait les arrondissements pour les circonscriptions électorales, et on décidait d'amputer le 16e d'une partie qu'on donne au 17e et le 15e arrondissement qui est plutôt majoritairement, qui vote majoritairement plutôt de gauche, on va lui filer une partie du territoire pour essayer de donner plus de force à un vote de gauche dans le 16e arrondissement. Voilà,
Ça existe aux États-Unis. Ça n'a jamais été réformé, ça existe toujours. Alors après, il y a des procédures, il y a des procédures judiciaires qui peuvent être engagées pour faire annuler, etc. Enfin, vous voyez, après, c'est des jeux législatifs, c'est des jeux politiques, tout simplement. Et donc, je reviens à la convention au mois d'août, où la convention du mois d'août, la rumeur, je répète encore une fois, j'insiste, c'est une rumeur, voudrait qu'on inviterait Biden à se retirer, par de toute évidence, son état de santé, et plus particulièrement son état cognitif, au profit de Michelle Obama. C'est-à-dire que Michelle Obama reprendrait le flambeau pour affronter Donald Trump au mois de novembre. Alors, évidemment, ce scénario, on est d'accord, il y a 99,9% de chances que Michelle Obama gagne l'élection face à Donald Trump. Parce que là, évidemment, c'est Michelle Obama. C'est la femme de Barack Obama. Donc là, encore une fois, on fait exactement ce qu'on a fait avec Biden. On va aller chercher l'électorat affectif, l'électorat nostalgique d'Obama. Parce que je rappelle, Joe Biden était vice-président d'Obama. Sauf que là, évidemment, là, ça coche toutes les cases. Non seulement c'est une candidate progressiste, c'est en plus une dame qui, on va dire, auprès de l'électorat progressiste fait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissension comme il y a eu entre Sanders, Hillary Clinton. Là, évidemment, le quota de satisfaction de Michelle Obama serait certainement le record du monde de toute l'histoire des États-Unis. Sauf qu'il y a deux inconvénients. Alors, je lis, elle coche toutes les cases. C'est une femme, donc ça serait la première femme présidente des États-Unis. Et en plus de ça, contrairement à son mari qui était un métis, elle est une Afro-Américaine. Donc elle deviendrait, à double titre, la première femme présidente des États-Unis d'Amérique, et qui plus est, la première femme noire afro-américaine à devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Là, à la limite, oui, Donald Trump, il le sait, il n'a aucune chance contre Michelle Obama. Mais, comme je vous dis, il y a deux problèmes. Donc, il y a cette rumeur qui voudrait que, finalement, au dernier moment, le Parti démocrate décide finalement de se débarrasser de Joe Biden. Si ce n'est par d'autres méthodes, peut-être plus expéditives. J'ai envie de dire, alors là je vais faire mon complotiste, à la limite ça serait intéressant. Imaginez si on fait assassiner Joe Biden et qu'on fait porter le chapeau à un groupuscule d'extrême droite lié au MAGA. Ça serait l'idéal, ça serait super. 1, tu te débarrasses de Biden. 2, tu fous le bordel dans le peuple américain parce que dans ce cas-là, tu accuses Donald Trump d'être le commanditaire de façon indirecte. On te fait des procès, on dépose des plaintes, sauf que, comme c'est actuellement le cas avec les procès qui ont été mis au cul de Trump. Bon, d'ailleurs, il y en a un qui l'a perdu, où il a été condamné à 160 millions de dollars. En tout, il y a plusieurs condamnations. Alors que c'était pour la femme qui prétend qu'il l'aurait violée ou truc comme ça. Enfin bon, il y a certains experts en justice dans certains médias américains qui sont extrêmement prudents. Alors il y en a évidemment, ouais c'est génial, c'est bon, ouais ça y est, il est condamné, super et tout. Alors qu'il y en a d'autres qui disent il était condamné dans des conditions et des circonstances un peu bizarres. Mais bon, pareil, comme je vous le dis, on est aux États-Unis. Si une grande affaire est confiée à un juge, dont le juge, on sait qu'il a des accointances plutôt d'orientation politique de gauche ou de droite, il y a de fortes chances que ça influence. Surtout si le juge en question a des ambitions politiques. S'il a des ambitions politiques, évidemment, on lui fait des promesses de l'aider à se lancer pour un poste de gouverneur ou un poste
de procureur général sur un État, etc. Surtout en ce moment, parce que, comme je vous l'ai dit, je vous avais montré là, le bulletin de vote. On ne vote pas uniquement que la présidentielle. Il y a une multitude de votes, aussi bien des votes nationaux, fédéraux, qu'au niveau des États. Et donc au niveau des États, il y a un renouvellement de certains gouverneurs, de certaines autorités, dont le poste de procureur général. Je ne suis pas sûr que les postes des cours suprêmes nationales sont remis aussi en jeu, ou si c'est le même principe que la Cour suprême fédérale. C'est des juges qui sont nommés, etc. Mais bon, peu importe. Et donc, je vous disais, oui, alors, il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est que finalement, Michelle Obama, elle est un petit peu dans le même niveau que Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune carrière politique. Donald Trump a été élu président, alors que, pourtant, il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais été représentant, il n'a jamais été gouverneur, il n'a jamais été soumis à plusieurs reprises, dans certaines fonctions, au processus démocratique, c'est-à-dire soumis à la voix du peuple. Donc Michelle Obama, elle n'a pas cette expérience. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, son mari sera toujours là derrière elle pour l'aider, etc. Oui, soit. Et le deuxième écueil, c'est tout simplement que c'est quelque chose qu'a toujours, depuis même 2016, depuis 2016, ça a toujours été un fantasme chez les démocrates. Mais un fantasme qu'elle a toujours calmé en disant que de toute façon, pour elle, il est hors de question de faire de la politique. C'est-à-dire que rentrer en campagne, même si c'est pour sauver les États-Unis des mains de Trump, elle a dit non, moi je ne me sens pas, qualifié pour tenir cette fonction, et de deux, sous-entendant, moi j'ai pas envie de me faire chier à récupérer toutes les merdes de 50 ans de présidents qui ont fait que des conneries. Surtout en ce moment où la situation géopolitique des États-Unis est plutôt scabreuse avec l'affaire d'Israël. Or, je pense que Michelle Obama est une personne très intelligente et qu'elle sait pertinemment qu'elle n'a certainement pas envie de mettre les pieds dans ce foutoir. Ça, c'est mon opinion. Après, comme je vous le dis souvent, le problème aux États-Unis, c'est que parfois, ça va dans un sens comme dans un autre. Parfois, ça retourne sa veste. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du football américain, du Super Bowl en début de vidéo, parce que le Super Bowl, c'est quelque chose de très symbolique, de très significatif. Vous pouvez regarder sur les 20 dernières années l'ensemble des compétitions, l'ensemble des finales Super Bowl, et vous allez vous rendre compte d'un truc assez étrange. C'est que pendant les 90% du temps du match, il y a toujours une équipe qui est dominée, mais alors largement dominée. Et les 10% qui restent de jeu, vous allez avoir pendant les 10 ou 20 dernières minutes, tout d'un coup, un retournement de situation. Et l'équipe qui était de toute façon destinée à perdre, alors à perdre avec, je dirais, une différence au score qui est rattrapable, mais difficilement rattrapable avec le temps de jeu qui reste. Il y a eu des finales où il y a des équipes qui étaient complètement larguées et par nature, évidemment, qu'elles ont perdu. Mais il y a toujours, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce petit côté retournement de situation au dernier moment qui fait le show. Eh bien, il n'est pas donné qu'en effet, même si moi je suis convaincu que Michelle Obama ne se lancera jamais dans une campagne politique ou voire même dans une campagne présidentielle, il n'est pas dit que pour sauver le Parti démocrate qui est au fond du trou, parce qu'ils n'ont personne d'autre, c'est vrai, Biden, ils peuvent s'en débarrasser, mais ils mettent qui à la place? Hillary Clinton? Non. Ça serait prendre le risque de refaire exactement ce qui s'est passé en 2016.
C'est-à-dire finalement pousser une grande partie de l'électorat démocrate de s'abstenir de voter. Et du coup, bah oui, ils ont personne. Et c'est ça qui est désastreux finalement, parce que ça fait plusieurs vidéos depuis 3-4 ans, et même avant, quand il y a eu l'élection 2020. Le problème du Parti démocrate, c'est qu'ils se reposent sur leur laurier sans se donner une possibilité d'un plan B. C'est-à-dire miser sur des personnalités, et plus particulièrement des jeunes, des gens qui ont au moins 30-40 ans. La quarantaine, c'est pas mal, t'as déjà une carrière, pour essayer de commencer à tâter le terrain pour éventuellement avoir un nom qui ressort. Ben non. Là, ils nous ont sorti 2 candidats dont on ne sait où, dont même moi, je ne me souviens même pas des noms, je ne sais même pas d'où ils viennent, je ne sais même pas qui ils sont. Et la plupart des Américains qui votent démocrate, pareil, ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne savent pas qui c'est. Donc ça n'a ni queue ni tête. Contrairement aux républicains, ils ont quand même un sacré paquet de noms que même vous-même vous connaissez. Si je vous dis Cruz, si je vous dis Pence, si je vous dis... lui s'est retiré maintenant de la politique, mais il y avait celui du Texas, là, je ne me souviens plus de son nom, qui lui, maintenant, il s'est retiré parce que, bon, il a compris qu'il était trop vieux. Donc il y a quand même des noms, DeSantis par exemple, ou l'autre là, je me souviens plus de son nom, celui du New Jersey là, mince, bon, enfin bref. C'est pareil du côté des démocrates, il y avait Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, elle avait un potentiel. Mais à l'époque, encore une fois, en 2016, comme les démocrates étaient de toute façon décidés à mettre Hillary Clinton à la Maison-Blanche, bah les candidates avec un potentiel, etc. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette nana, qui est une vétérante en plus, elle commence à cocher des cases, et puis en plus, je crois qu'elle a une petite carrière politique locale. Du coup, elle est partie du Parti démocrate, je crois qu'elle a monté son propre parti local, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains qui votent systématiquement progressistes, aujourd'hui, ils sont un petit peu hébétés parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que ce parti est en train de devenir ? De la merde !» Donc, bah ouais, on va aller chercher la tête d'affiche qui fera l'unanimité. Sauf que la tête d'affiche qui fera l'unanimité, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie d'y aller. Ça n'intéresse pas. Je dirais que son mari, je pense qu'ils ont accumulé suffisamment de fortune pour aller s'emmerder pour sauver le cul d'une DNC, le cul des ténors démocrates, que ça fait depuis des dizaines d'années qu'ils n'écoutent rien, qu'ils n'en font qu'à leur tête, qui gardent leur fauteuil parce que c'est des super salaires qui tombent tous les mois. Donc voilà, je veux dire, à partir du moment, et c'est pareil chez les républicains, quand le bipartisme américain est complètement vérolé par de l'arrivisme, par de la cupidité, par des ambitions, etc., mais que finalement, sur le plan social, économique, géopolitique, c'est des burnes, souvenez-vous, je vous ai parlé récemment de l'interview de Carlson avec Vladimir Poutine. Poutine, il raconte cette histoire concernant l'OTAN. Il raconte l'histoire où il a rencontré Clinton dans les années 2000, peu de temps après qu'il ait été élu, et qu'il avait posé la question à Clinton. Il dit, mais est-ce que tu penses que si la Russie fait une demande d'intégration à l'OTAN, est-ce que tu penses que ça peut passer ? Et Clinton, qui n'avait pas l'air très au parfum, commençait à lui dire pourquoi pas ? C'est une question intéressante sur laquelle on peut se pencher. Sauf que, et Poutine le raconte,
Il y a un moment donné où il y a des conseillers qui l'ont dit viens là, viens là. Chut, hors de question. Et là, Clinton retourne vers Poutine en disant non. Ça aurait été la Russie d'Eltsine. Eltsine qui était de toute façon sous perfusion des oligarques au service du capital occidental. Oui, peut-être que là, la Russie serait rentrée, mais ce serait une Russie complètement affaiblie, soumise, limite dépecée, etc. Poutine qui arrive au pouvoir, lui, qui réaffirme la volonté de faire de la Russie un pays à part entière et de redonner ses lettres de noblesse à ce pays. Évidemment, Washington, oh putain, qu'est-ce qu'il vient nous faire chier? Lui, il est en train de nous péter notre plan. Donc du coup, la rumeur, est-ce que la rumeur va se produire ou est-ce que finalement ça va rester qu'une rumeur? Encore une fois, je vous le dis, pour moi, je pense pas, sincèrement, que Michelle Obama acceptera d'aller se foutre dans la merde, ou alors elle est plus conne que je pensais. Mais non, je pense que comme je vous l'ai dit, c'est une femme intelligente, et je pense que avec Obama, ils ont aujourd'hui des positions qui sont certainement beaucoup plus intéressantes que celle d'aller se faire chier à la Maison Blanche dans la situation globale actuelle. Et qu'à la limite, l'État profond a peut-être plus d'intérêt que Biden se fasse réélire pour pouvoir continuer à foutre le bordel. Surtout que Michelle Obama, là je viens juste de repenser à ça aussi, parce que ça c'est un événement aussi qui rentre en ligne de compte de façon très évidente. C'est évidemment le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce conflit, Michelle Obama, elle n'a pas envie de prendre position. Parce qu'elle sait que de toute façon, la position, ça serait de soutenir Israël. Mais vis-à-vis de l'électorat démocrate qui aujourd'hui, les progressistes sont plutôt pour un cessez-le-feu, sont contre ce massacre, ce génocide qui a lieu. Donc évidemment, là, ça rajoute une complexité dans l'affaire. C'est-à-dire qu'à la limite, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le Parti démocrate, il a le cul assis entre deux chaises. Et que finalement, tout joue contre eux. Alors que Donald Trump, lui, de toute façon, il est pro-israélien. Donc au moins comme ça, c'est clair, net, précis. La Palestine, à la limite, il n'en a rien à branler. Peut-être qu'il essaiera de trouver un plan pour évacuer le peuple palestinien et puis dire à l'Europe, Européens, viens là, Bruxelles. Là, moi, j'en prends 20%, les 80% qui restent, vous les récupérez. Non, là, il faut qu'on... Non, t'as rien à consulter, là. Avec l'OTAN, si jamais Trump est réélu, je peux vous dire qu'au niveau de l'OTAN, il y en a qui vont commencer à claquer des dents. Les Allemands, par exemple. Parce que déjà, la dernière fois, Trump leur avait dit, dites les gars, dans l'OTAN, là, c'est 1,2% de votre PIB. D'accord ? 1,2 ou 2%, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, la France avait réussi à le faire un petit peu, avait réussi à atteindre le pourcentage. Mais donc, Michelle Obama, pour moi, c'est niette. Mais comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. Donc, advienne que pourra. Les paris sont ouverts. Sur ce, passez une bonne semaine. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.